abandonner le concept de beauté est une facilité. Une facilité, c'est dire, ah bon, la beauté, c'est une norme sociale, donc critiquons la notion de beauté. C'est intéressant si on en recrée une autre. Mais si on croit qu'on peut s'en passer, moi je pense qu'on contredit quelque chose de fondamental. Je suis Frédéric Worms, je suis professeur de philosophie à l'École normale qui fait partie de PSL. Je suis aussi en ce moment directeur adjoint pour les lettres et sciences humaines. Je travaille sur la philosophie contemporaine, sur la philosophie du XXe siècle, en France surtout, sur la philosophie morale et politique et sur une philosophie du vivant, disons, dans différents aspects. Pour moi, la beauté, c'est toujours la beauté de quelque chose ou de quelqu'un. C'est-à-dire, il n'y a pas de beauté en général, ou seulement dans l'esprit humain, par abstraction, par construction. Hein. Il n'y a pas le beau, mais il n'y a pas non plus uniquement une beauté pour moi, une beauté subjective ou relative, uniquement de mon point de vue. Pour moi, l'important, c'est de comprendre que la beauté, c'est ce qui me plaît même, je dirais, mais dans la chose avec laquelle je suis en relation, mais pour elle-même. C'est-à-dire, c'est vraiment la beauté de quelque chose. D'une certaine façon, l'expérience de la beauté, ça me prouve que nous sommes des êtres relationnels. Nous existons en relation avec des choses réelles qui nous font du mal ou du bien. Hein. C'est pour ça que moi, je pense qu'on est toujours dans le vivant, polarisé entre la vie et la mort, et que finalement, quand on s'arrête sur les choses qui nous font du bien et qu'on les regarde pour elles-mêmes, très souvent on dit qu'elles sont belles. Et à ce moment-là, elle a un éclat particulier. C'est son éclat, c'est l'éclat de la chose. Pour ça, moi je dis, là, Paris est magnifique, ce soleil, cette lumière, cette vue, cette personne, même ce poème, etc. Mais c'est vraiment quelque chose. C'est pour ça que l'esprit humain aussi, réflexivement, crée de la beauté et créer des objets qui ont cette propriété pour rechercher cette expérience pour elle-même. Donc, il y a une expérience réflexive qui nous fait accéder à la beauté, en fait, mais il y a d'abord une expérience primaire de la surprise, de l'exclamation, qui pour moi est devant quelque chose, ou devant quelqu'un. Quand on dit de quelqu'un, tiens, qu'est-ce qu'il est beau, ou qu'est-ce qu'elle est belle, pour moi, c'est ça l'expérience primitive de la beauté. C'est une exclamation qui fait ressortir l'éclat de l'objet, c'est l'éclat d'une chose même fragile. Voilà, tout à l'heure, il fera moins beau. Il va pleuvoir. Quand il pleut, on dit qu'il ne fait pas beau. Pourquoi il ne fait pas beau? C'est parce qu'en fait, la pluie nous nuit quand même, nous complique la vie. Et on peut rendre la pluie belle. Il y a une beauté de l'automne, une beauté du froid, mais dans certaines limites. Et c'est là que Kant a bien vu que pour juger quelque chose beau ou sublime, il faut une certaine distance par rapport à l'affect, par rapport au corps. C'est plutôt pour moi un jeu réflexif avec le fait que dès qu'on fait apparaître une chose pour elle-même, elle peut devenir belle, même un crime. Pour moi, c'est pas totalement séparable dans son origine vitale. C'est un jeu réflexif qui sépare, mais au point de départ, il y a un lien entre ce qui est un bienfait et ce qui est beau. Et après, dans les histoires culturelles et sociales, évidemment, chaque société détache un peu des êtres particuliers, leur affecte les codes de la beauté. Et c'est pour ça que dans certaines sociétés, on essaye de codifier les êtres qui auraient plus d'éclat que d'autres. Hein. Donc il y a des types de beauté selon les époques, la beauté de tel ou tel siècle. Dans une société raciste, seul tel type de peau sera belle. Dans une société... il y aura toujours il y a aussi des constructions sociales de la beauté, mais ce sera toujours sur la base de cette expérience primitive. Donc moi j'appelle beauté, j'appelle beau ce qui me plaît dans la chose pour elle-même. Et en un sens, ça m'y attache. Je pense même que la beauté a à voir avec l'amour. Et pourquoi dans l'érotique, il y a une érotique de la beauté? C'est parce que précisément, la beauté est quelque chose qui nous fait réaliser notre attachement pour l'objet pour lui-même. Et donc on appelle amour, hein, dans l'histoire de la philosophie, mais je pense que c'est vrai, quand on veut le bien de l'autre pour lui-même. Et pas seulement le désirer pour soi, mais quand on l'aime pour lui-même. Et je pense que la beauté en fait partie. Et tout à coup, quand un être se détache et qu'on dit, et d'ailleurs à la deuxième personne, souvent, waouh, qu'est-ce que tu es beau ou qu'est-ce que tu es belle, je pense qu'il y a plutôt de l'attachement, mais c'est un attachement pour la chose, pour elle-même. Et je réalise que j'ai besoin d'elle pour moi. Je ne pense pas que la beauté soit un détachement. Je ne pense vraiment pas. C'est pour ça qu'il y a une souffrance de la beauté des choses sensibles, parce qu'elles vont mourir, parce que cette beauté-là va passer, et c'est de nouveau la souffrance temporelle, parce que la beauté vitale est temporaire même. Pourquoi est-ce qu'au XXe siècle, la beauté avait disparu? Pour moi, il y a deux raisons. Il y a d'abord une expérience formelle qui cherche à se détacher de certains codes de la beauté. Mais je pense que tous les grands artistes l'ont retrouvé. Et puis, il y a aussi sans doute une expérience historique négative, très profonde, qui fait que finalement, la beauté devient indécente.
devant justement la profondeur du négatif. Je pense qu'il y a des moments où on ne peut plus percevoir, on ne peut plus supporter la beauté du monde même, hein, quand on a atteint un degré de souffrance très, très particulier. Il faut s'interroger aussi sur nos capacités à percevoir le beau selon nos capacités vitales. Si on est détruit vitalement, on ne peut plus non plus jouir du beau. Et en un sens, ça prouve que c'est relationnel. Est-ce qu'il peut y avoir une beauté du mal ? Je pense, en un certain sens, on peut tout rendre beau. C'est ça le jeu de l'esprit humain, après, cette réflexivité qui fait que nous sommes des vivants, mais un peu quand même très particuliers. Et qu'avec des expériences primitives, on joue, on construit des choses. Et effectivement, on peut construire abstraitement une beauté du mal, les fleurs du mal. Le jeu de l'esprit humain, c'est pouvoir rendre belles des expériences négatives. D'où le fameux paradoxe de Pascal, hein, l'image d'une chose laide est belle, peut être belle. L'image d'une chose mauvaise peut être belle. L'image d'une chose qui nous fait souffrir peut aussi être belle. Et c'est là que je vais prendre mon premier objet, qui est ce petit sablier. C'est un bel objet, je trouve, un objet magnifique même. Est-ce qu'il est beau ? Je ne sais pas. Moi, ce que je trouve intéressant dans cet objet, c'est qu'il nous fait contempler d'une manière finalement, quand même, dans son éclat, hein, dans sa beauté donc. J'assimile beauté et éclat, c'est ça qui m'est venu là. Quelque chose qui, en soi, pour moi, relève, et ça va peut-être vous surprendre parce que j'ai beaucoup travaillé sur le temps et des philosophes qui parlent de la durée du temps, mais justement, quelque chose qui, pour moi, est plutôt de l'ordre de la souffrance. C'est-à-dire que moi, je définis l'expérience consciente du temps, la mesure du temps, que Bergson a beaucoup critiqué comme déformant le temps réel. Pour moi, non seulement elle la déforme, mais elle est toujours l'objet d'une souffrance. Dès que j'ai une expérience consciente du temps, je souffre. Et inversement. Donc, par exemple, si je m'aperçois que c'est trop long, là, ce que je suis en train de vous faire, c'est pénible, c'est l'ennui. Et toute perception du temps est une souffrance. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas que ces sabliers, ils ont une petite durée. Hein, c'est 3 minutes, il faut cuire un œuf coq. Voilà, il faut que ce soit quand même enclos. Et surtout, on arrive à rendre beau quelque chose qui, en fait, est pénible. C'est extrêmement pénible, cet écoulement du temps. Et là, on parlait de l'expérience du confinement. Il est évident pour moi que, exactement comme dans toute expérience de traitement médical, finalement, hein, on ne peut pas sortir pendant 15 jours, là, vous pouvez pas, vous, 60 millions de Français, vous ne pouvez pas sortir pendant 3 mois. Donc l'expérience du temps devient une souffrance, devient même... je suis en train de travailler sur un petit livre qui devrait s'appeler « Vivre en temps réel ». Bon, pour moi, vivre en temps réel, c'est une souffrance, parce que justement, l'expérience du temps devient obsédante. Et l'expérience de la pandémie, qui va se déployer sur plusieurs années, comme une grande guerre, qui va faire souffrir. Le temps va devenir une sorte de souffrance permanente, parce qu'on y pensera. Et on est heureux dans le temps, mais quand on n'y pense pas. Et on est malheureux dans le temps quand on y pense, quand on le voit passer, quand on ne le voit pas passer. Donc là, est-ce que je vois le temps passer ? Bon. Je le vois passer, mais il a été apprivoisé par quelqu'un qui a inventé une forme pour donner son éclat même à quelque chose de pénible et de négatif, et pour le figurer en quelque sorte. Donc c'est la puissance de l'art, hein, de pouvoir maîtriser l'éclat des choses, même au fond négatives. Et là, je ne suis pas sûr que je vois le temps. Je vois du sable dans des verres colorés. Je peux jouer avec. Voilà, ça s'entre aussi évidemment dans une culture. C'est aussi une forme de l'esprit humain qui joue avec lui-même, etc. Mais je pense que ça nous fait plutôt... Justement, je travaille sur ce texte qui s'appelle « Vivre en temps réel ». Donc voilà, tout à coup, l'expérience de vivre le temps peut devenir positive. Je le sens s'écouler, mais j'oublie. Voilà, alors Bergson dit par exemple, quand j'écoute les sons d'une horloge, je les écoute qualitativement sans y penser, ça m'endort ou ça me réveille, mais je ne les compte pas. Dès que je les compte, c'est fini. Là, si je compte les 3 minutes, si je veux savoir si mon œuf coq est prêt, ça va être autre chose. C'est un objet absolument vital, évidemment, la conscience du temps, et en même temps, ça s'en détache. Normalement, quand je contemple le temps, encore une fois, dans la théorie que je propose, c'est plutôt une souffrance. Ça peut même devenir insupportable. Et là, comment ça se fait que ce ne soit pas insupportable ? Et je pense que c'est un supplice qui devient un spectacle. Il y a du laid, hein. Il y a des choses laides. Et il y a des choses laides. La chose laide, c'est la chose, effectivement, justement, qui me repousse. Quand on dit que c'est laid, je pense qu'on dit justement que la chose n'a pas été faite ou n'a rien qui puisse me plaire pour elle-même. Et par exemple, c'est pour ça qu'on dit un objet purement fonctionnel, il est laid. La laideur des faubourgs, par exemple, dans une chanson de Jacques Brel. Quand on n'a que l'amour. Quand on n'a que l'amour. Pour illuminer, je ne sais plus quoi, la laideur des faubourgs.
Bon, parce que, justement, le purement fonctionnel n'est pas seulement pas beau, il est laid. Pour être en relation avec l'objet, on a besoin qu'il ait quelque chose qui nous plaise pour lui-même, en lui-même et pour lui-même. Et c'est pour ça que c'est un besoin vital, quelque chose qui ne serait fait que pour moi est laid. C'est l'autre qui est beau. Si je dis de moi-même que je suis beau, par exemple, ben en fait, là aussi, c'est un jeu de l'esprit humain, et puis on veut être beau pour plaire à l'autre, peut-être, ok. Comme dit Jean Kelevitch, on ne peut pas dire « je suis un type bien », on ne peut pas dire « je suis beau ». Si je dis « je suis beau », bah, c'est qu'on se considère de l'extérieur, et on tombe dans tous les pièges de l'amour-propre, justement, etc. Mais c'est pas mal de vouloir être un peu beau, hein, pour plaire, hein, parce que c'est une question aussi d'image de soi, c'est une question de survie. Hein. Se trouver laid est terrible. Donc voilà, je n'irais pas condamner non plus le souci de l'image de soi. Moi, il y a un vers de Pierre Reverdy que je voulais citer. J'avais apporté un petit carnet de Picasso, parce que dans l'exposition Picasso où je suis allé récemment, il y avait aussi le livre de Reverdy illustré par Picasso qui s'appelle Le Chant des Morts, qui est un livre magnifique, et où le peintre et le poète collaborent. Donc ça, c'est très important aussi pour l'interdisciplinarité contemporaine, donc il faut lire ça. Et il faut lire aussi La Liberté des mers, qui est un poème illustré par Braque. Il y a un vers, d'ailleurs je me suis aperçu en venant que c'était un alexandrin, il y a un vers dans La Liberté des mers qui pour moi est très important, qui renvoie à ce travail que j'ai fait sur l'expérience de revivre. C'est un vers où Reverdy, c'est le premier vers de La Liberté des mers, où il dit « Je n'attendais plus rien et tout est revenu ». Les formes sont des constructions historiques qui détachent un peu des objets, un peu leur capacité d'être beau. Et donc l'alexandrin, oui, c'est une forme comme une autre, mais là, je n'attendais plus rien et tout est revenu. Je pense que c'est une expérience très profonde, finalement, de la beauté, de la surprise de la beauté aussi, qui est toujours un éclat aussi au sens d'une surprise. Et la façon dont c'est illustré par Braque, je vous y renvoie. Et puis par Picasso, pour Le Chant des Morts. Et Le Chant des Morts, ça se termine par une évocation du chant de vie, CHAMP. Et c'est un très très beau texte de Pierre Reverdy. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un... Je voulais citer un poème parce que je pense que quand on parle de beauté, on oublie la littérature très souvent. Enfin, la beauté plastique des objets, et en un sens on a raison, mais le langage aussi est quelque chose de vital. Et il y a aussi dans ce qu'on dit, il peut y avoir un éclat de ce qu'on dit, et c'est la forme de la beauté poétique qui peut être aussi dans un texte philosophique. Hein. Par exemple, une phrase que je trouve belle en philosophie, il y en a beaucoup, hein, mais... Je ne sais pas, j'aime bien cette phrase de Rousseau. « Tout ce qui nous plaît, on le cherche. Tout ce qui nous nuit, on le fuit. Tout ce qui nous veut plaire, on l'aime. Tout ce qui nous veut nuire, on le hait. » Qu'est-ce que c'est que la beauté d'un texte? C'est quelque chose que... Voilà, Barthes parlait du plaisir du texte. Il n'a pas osé reparler de la beauté du texte. On a dit tout à l'heure pourquoi la question de la beauté avait disparu. Je pense qu'il faut la faire revenir. Et je pense qu'il ne faut pas oublier la littérature, parce qu'il y a les arts plastiques, il y a le cinéma, il y a le design, il y a le vivant, il y a tout ça. Mais n'oubliez pas le langage, parce que autant on a opposé le langage et la vie pendant très longtemps, autant on ne peut pas avoir une philosophie de la vie humaine sans la beauté du langage, c'est-à-dire de l'expression. Même, à mon avis, le sentiment de la beauté naît de l'expression linguistique, parce qu'il naît de l'exclamation. Je pense que la beauté, c'est d'abord un mot un mot qui nous échappe devant une chose. Un concept, c'est une manière effectivement d'ordonner le monde, ce qui suppose que le monde en lui-même, et c'est un peu ce que dit Deleuze, est un chaos. Hein. Et alors on a un registre de concepts qui existe dans la langue commune, effectivement, et ça ordonne le monde. C'est ce qu'on appelle les idées générales. Par exemple, le concept de table, on a vu des objets il y a plusieurs manières d'expliquer la naissance de l'idée générale ou du concept, puis après on fabrique des tables. Et le rôle du philosophe, c'est effectivement de contester le découpage préalable du monde et d'en proposer un autre. Je pense par exemple, quand on parle de beauté vitale, on conteste un certain découpage, une certaine façon d'inscrire la beauté dans le monde, qui en général la détache de la vie. Soit parce qu'elle doit être inutile, soit parce qu'elle doit être transcendante, soit parce qu'elle doit être mathématique ou pure, etc. Donc beauté vitale, c'est une création, ça doit être une création de concept, sinon c'est rien. Sinon c'est des mots qu'on met ensemble et on peut dire bouxer, on peut dire licorne, on peut dire tout ça, mais non, si on dit la beauté est vitale, il faut le démontrer parce que c'est pas du tout évident. Ça suppose un certain redécoupage qui va venir bousculer et la notion de beauté traditionnelle et la notion de vie. Donc ça va bouger, et c'est ça la création de concept en fait. La durée, c'est un concept créé par Bergson. Deleuze lui a repris cette idée que la philosophie consiste à créer des concepts, pas à les prendre tout fait, mais à les créer. Donc voilà, créer le concept, c'est pas forcément créer un mot, hein. C'est pas forcément créer un jargon, hein. C'est même le contraire en fait. Le philosophe amateur, il crée des mots et il croit qu'il a créé un concept.
Créer un concept, c'est dire non, vous avez opposé beauté et vie, non, pas du tout. Vous vous trompez complètement. Et peut-être que, par exemple, revenir à la vraie opposition beauté-laideur, c'est important. Il y a une guerre sur la beauté, hein, et donc il y a des normes qui s'imposent socialement. Et que la beauté, sous différentes formes, est un côté normatif, c'est évident. Hein, et chaque artiste, justement, crée un concept de beauté contre une norme préalable du beau, à tel point que l'art du XXe siècle a en effet refusé la notion de beauté, hein, comme si elle était fatalement fatale, fatalement sociale, fatalement normative. Et je ne le pense pas, en fait. Je pense qu'au contraire, quoi qu'on fasse, c'est un autre concept de beauté qu'on va opposer à une norme sociale de la beauté. C'est pas la beauté qui est fatale, mais on peut construire un concept de beauté qui s'oppose à celui de beauté fatale. Mais je vois bien l'idée, c'est-à-dire que la beauté devient un fatum, un destin pour les femmes comme objet, considéré comme objet correspondant à une norme. Mais voilà, pour moi, la beauté, c'est toujours la beauté d'un être singulier qui échappe justement à toute norme sociale. Donc c'est l'éclat de cet être dans sa singularité, c'est extrêmement important. Pour moi, la beauté, c'est la deuxième personne, fondamentalement. C'est le tu. Dès qu'on la met à la troisième personne, en effet, je pense qu'on tombe dans la norme sociale. Ce serait intéressant. Tu es belle, c'est l'expérience de la beauté. Elle est belle, c'est de la comparaison, quoi, comme dirait Rousseau. On rentre dans l'amour propre, on rentre dans le social. Elle est plus ou moins belle. Tu es belle. Je n'ai pas dit que tu es plus ou moins belle.